Le dialogue en interne, oui, le parti centre estime que l'alternative n'est pas bonne, il faudrait penser à autre chose. Ici, on revient justement sur la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, aussi le sommet SADC-EAC, aussi l'engagement qu'a pris les évêques sur cette option d'unité nationale en consultant les différentes plateformes et partis politiques, aussi l'opposition, encore la société civile sur la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Monsieur Rodrigue Mwamba, porte-parole du centre, bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir madame, merci beaucoup pour votre invitation. J'aimerais quand même tout de suite rectifier quelque chose. Maintenant, je suis secrétaire général du regroupement politique, du mouvement politique Le Centre. Secrétaire général. Voilà. Voilà, on note et on rectifie directement dans nos archives. Hein. Exactement. Voilà, on corrige en écrivant monsieur Rodrigue Mwamba, secrétaire général du regroupement politique Centre, mouvement politique Centre. Aujourd'hui, vous avez, comme vous le dit, le centre, des avis assez centristes, assez à l'écart, il faudra le dire, parce qu'aujourd'hui, la tendance, c'est vers le dialogue, les discussions. Aujourd'hui, on voit également les évêques qui ont entamé ces discussions avec les différents partis politiques, personnalités politiques, la société civile. N'est-ce pas là la voie de sortie de crise sécuritaire en interne d'abord? Non, ce n'est pas la tendance, ça il faut le préciser. La tendance, ce n'est pas le dialogue. La tendance, les Congolais l'avaient très bien compris. Le président de la République avait mobilisé les gens. Il faut que nous puissions vaincre l'ennemi. L'ennemi, c'est l'AFC, le M23, etc. Et lorsque j'entends aujourd'hui, et c'est relayé par des hommes politiques qui se présentent comme étant de l'opposition, donc entre guillemets proches de la population, moi ça m'écoeure. Parce que cette démarche, premièrement, d'abord, elle n'est pas pertinente dans le moment où nous sommes. Parce que la menace qui est la nôtre, ou face à laquelle on fait face, c'est une guerre d'agression. Est-ce qu'on oublie ce que Mouzé disait lorsqu'on présentait les RCD et autres comme des mouvements congolais? Il nous rappelait qu'attention, ça, ce n'est pas des rébellions. C'est une guerre d'agression. Il y a un pouvoir tyrannique au Rwanda qui veut coloniser notre pays, si pas une bonne partie de notre pays. C'est cela la menace. Et AFC M23, ce sont des marionnettes qu'ils utilisent. Et le remède ne peut pas être une réunion des politiciens à Kinshasa, dans des salles climatisées, pour s'entendre sur un gouvernement d'union nationale. J'ai vu mon prédécesseur le dire subtilement ici, comme quoi il faudrait absolument que les gens s'entendent ici. On sait très bien que ce qu'il y a derrière, en réalité, c'est de courir vers un gouvernement d'union nationale, c'est de s'entendre sur des partages de postes. Ça ne peut pas être la solution. Vous pensez que les soldats qui sont au front maintenant, qui meurent pour nous, vous pensez que ceux qui sont à l'Est maintenant, ils pensent que la solution, c'est que des politiciens à Kinshasa se mettent autour d'une table et s'entendent sur un gouvernement. Mais cette population également estime qu'il y a complaisance au sein de l'Union sacrée aujourd'hui. S'il faudrait prendre des décisions qui s'imposent, mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut, on ne le fait pas. Bien que cette population réclame à chaque fois, il n'y a toujours pas de signaux qui montrent la volonté ferme du chef de l'État ou encore du gouvernement de la République de faire bouger les lignes en ce qui concerne la situation à l'est de la République démocratique du Congo ou encore justement la situation de la population en général. Madame, jamais dans l'histoire de notre pays, autant de moyens n'ont été mis à la disposition de notre armée. Nous sommes d'accord qu'il y a des choses à parfaire. Nous sommes tout à fait d'accord avec vous. Mais l'opinion doit le retenir. Je mets quiconque à défi. Jamais dans l'histoire de notre pays, on a atteint ou même parfois dépassé 1 milliard pour l'armée. Ça veut justement dire qu'il y a une volonté. Moyens, il y a, mais exactement. Ce qu'il nous faut, loin d'être un dialogue, c'est en réalité une réorganisation de notre stratégie militaire. Nous, ce que nous proposons, parce que nous ne sommes pas là qu'à réfuter ou à refuser le dialogue, qui est d'ailleurs inscrit dans notre philosophie politique, mais nous voyons qu'il y a un danger dont la réponse ne peut pas être un dialogue. Ce que nous avons proposé, bien entendu, c'est qu'il faut par des moyens diplomatiques que l'on obtienne le retrait de l'armée rwandaise. Parce que c'est ce qui s'est passé en 2012. Mais on a épuisé tous les sommets. On a parlé déjà du sommet SADC-EAC comme le sommet de l'espoir. Excusez-moi, je pense qu'il y a une dynamique qui s'installe aujourd'hui qui est
peut-être diluée par l'initiative des prêtres et des pasteurs de l'ECC en interne. C'est une dynamique à l'international. Il y a au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies une résolution qui se prépare. Au Conseil des droits de l'homme, il y a une condamnation claire du Rwanda. La Belgique s'est mise, a pris notre problème à bras le corps et demande des sanctions contre le Rwanda. Le Royaume-Uni également. Et il n'y a que nous en interne qui voulons ménager Kagame, qui voulons ménager... Est-ce qu'il faudrait que tout le monde entier puisse demander des sanctions pour que ces sanctions finalement arrivent? Nous sommes d'accord sur le fait qu'il faut que que l'on passe aux actions. C'est ce que je dis. Nos propositions, elles sont claires. Il faut que nous obtenions ça. Premièrement, le retrait de l'armée rwandaise par les moyens diplomatiques, bien entendu. Et ensuite, nous devons défaire les M23. Parce que nous avons fait cela en 2012, n'oubliez pas. Mon prédécesseur est venu parler de 2012 ici, mais on n'a pas eu des discussions en 2012 avant d'avoir vaincu les M23. Les concertations nationales de l'époque, c'était après avoir vaincu les M23. Parce que discuter avec les M23, c'est accepter ce que tout le monde sait. La stratégie rwandaise d'infiltration et de mixage, etc., où ils vont continuer à contrôler notre armée, et bien entendu continuer à exploiter la partie est de notre pays. Ça, nous ne pouvons plus l'accepter. Nous allons plus loin. Oui. Nous allons plus loin. Parce que lorsque vous suivez le sommet EAC-SADC, sur le communiqué de la présidence du Rwanda, ils disent, eh bien, nous avons pris des mécanismes de défense, c'est-à-dire leur agression, ce sont des mécanismes de défense pour eux, pour nous protéger, parce que le Congo, qui a fait une alliance avec les FDLR, avec les Wazalendo, s'ils gagnent les M23, ils nous attaqueront. Nous disons, ok, nous ce que nous demandons, du point de vue diplomatique, c'est-à-dire que ça doit être inséré dans notre diplomatie, c'est qu'il y ait, tout le long de la frontière commune avec le Rwanda, 2 km de part et d'autre d'une zone tampon. Une zone tampon occupée par des forces soit de l'Europe, soit la force africaine d'attente, ou encore même l'armée américaine. Nous pensons que c'est une garantie, à la fois pour le Rwanda et pour nous, qu'il n'y aura plus d'agression, ni de notre part, ni de leur part. Ce sont là des propositions concrètes que nous faisons, contrairement à ceux qui viennent ici et qui montent le peuple. Qui monte le tout. Comment vous allez faire? Vous allez vous sentir sécurisé avec les armées qui ne sont pas les vôtres? Madame, la solution de la zone tampon a permis aux deux Corées, pendant plus de 60 ans, de garder la paix. Cette solution a permis à l'Égypte et à Israël de finir la guerre de 6 jours. C'est une solution réaliste. Parce que la sempiternelle réclamation des Rwandais, comme quoi les FDLR sont un danger pour nous et que c'est cela qui justifie à chaque fois qu'ils puissent nous attaquer, prendra fin lorsque, entre eux et nous, il y aura des forces qui n'ont pas de parti pris et qui peuvent surveiller ce qui se passe. Monsieur Rodrigue, est-ce que le problème n'est pas plus profond que ça? Parce qu'on aborde très souvent cette question en parlant de guerre d'agression. Le Rwanda nous agresse, le Rwanda nous infiltre, mais il y a l'exploitation des matières premières de la République démocratique du Congo dans la partie Est. Ça, c'est un des aspects aujourd'hui qui, lorsque l'on dit qu'il y a des infiltrés, on les corrompt par rapport à quoi? Par rapport à ces minéraux qui sont exploités illicitement. Donc la vraie question, ce n'est pas cette guerre-là. La vraie question, c'est l'exploitation des minéraux de l'Est de la République démocratique du Congo. Comment arriver aujourd'hui à, soit la RDC exploite, soit on le cède, comme l'a voulu le chef de l'État à un moment donné, mais de manière officielle. Est-ce qu'il faudrait forcément que ça soit le Rwanda qui procède à cela par des rébellions? Je ne comprends pas lorsque vous dites que le chef de l'État a voulu à un certain moment les céder. Non, pas céder. Quand il y a eu des négociations avec Kagame qui est venu ici, c'était dans quel but? C'était justement permettre d'avoir un partenariat gagnant-gagnant. Bon, ça c'est une autre affaire. Bon, ce que nous retenons, hein, c'est que nous disons qu'il faut mettre les uns et les autres, en tout cas toutes les parties impliquées, devant leurs responsabilités. Nous ne sommes pas dupes. La théorie d'une nouvelle Afrique qui veut qu'on puisse éclater le Congo pour que les sociétés, les grandes multinationales internationales exploitent à faible coût nos minéraux n'est pas une théorie du complot, c'est vrai. Nous sommes tout à fait d'accord avec cela, mais personne ne le reconnaît, ni les Rwandais, ni la communauté internationale. C'est pourquoi nous disons, prendre des mécanismes nous disons, c'est qu'il faudrait que notre diplomatie mette tout le monde devant le fait accompli.
puisqu'il y a cette éternelle raison qui pousse les Rwandais à venir chez nous, nous disons qu'il faut qu'il y ait entre nous un mur. Ce mur-là, c'est le mur de cette zone tampon-là. On les met devant un fait accompli. Ils n'ont plus de raison de venir. Parce qu'ils disent qu'ils viennent parce qu'il y a des FDLR. En réalité, on sait que ce sont les mines. La communauté internationale sera aussi devant le fait accompli. Voilà la diplomatie que la proposition diplomatique que nous voulons. Parce qu'il ne faudrait pas, bien sûr, il ne faudrait pas se voiler le visage. La guerre qui nous est faite, c'est parce qu'il y a au Rwanda une caste de dirigeants militaires qui promeut, qui veut mettre de côté la corruption au Rwanda, mais ils s'enrichissent avec les minerais du Congo. Et bien entendu, derrière, il y a des tireurs de ficelles qui sont des puissances internationales et toutes les sociétés, toutes les multinationales que l'on connaît, qui tirent avantage de nos minerais à bas prix. Il faut mettre tout le monde devant les faits accomplis. Parallèlement, il faut construire notre puissance militaire, mais puisque ça traîne, notre diplomatie doit prendre le devant et mettre tout le monde devant le fait accompli. Et mettre les gens devant les faits accomplis, c'est cette zone tampon. Nous insistons là-dessus parce que ça a marché ailleurs. Mais qui doit faire, qui doit mener cette démarche diplomatique, n'est-ce pas, la République démocratique du Congo? Effectivement, ça c'est notre proposition au débat. Aujourd'hui, vous allez reconnaître que la RDC a pris du retard avec ça. La RDC était concentrée à autre chose, alors que le problème il est réel. C'est pas parce qu'il n'y a pas agression à l'est de la République démocratique du Congo que le problème n'existe pas. Le problème, il date de Lumumba. Lumumba l'a dénoncé depuis. Quels sont les mécanismes qui sont pris pour permettre à ce que cette partie de la République démocratique du Congo, finalement, puisse jouir aux Congolais? Est-ce que ça ne pourrait pas être aujourd'hui un critérium pour élire un président de la République de la RDC, par exemple? Aujourd'hui, résoudre la crise de l'Est. Je pense que même le président de la République lui-même, s'il a été réélu, je pense que c'est sur ce sujet-là. Donc, ce que je suis en train de dire, vous avez raison, le problème, il date de très longtemps, depuis Lumumba qu'il dénonçait. Déjà dans les années 94, avec Bill Clinton et les autres, cette théorie de la nouvelle Afrique est née. Elle est en train d'être mise en action. Malheureusement, nous étions distraits. Tous ici, nous étions distraits. Mais il s'agit ici de corriger toutes ces erreurs du passé. C'est de cela qu'il s'agit. Et ce n'est pas en capitulant, en disant à notre armée, capituler, laisser Nanga et Kagame contrôler la partie Est, même de manière tout à fait subtile, que le problème sera résolu. Nous, ce que nous disons, c'est qu'une fois pour toutes, nous devons trouver la solution à ce problème. Il ne faudrait plus que nous allions avec des demi-mesures, mettre la poussière sous le tapis. Ce n'est pas comme ça qu'on résolvera la situation. Ceux qui viennent ici pour brandir le nombre de morts qu'il y a à l'Est, nous, on leur dit qu'ils n'ont pas le monopole du cœur. Nous avons tout autant que le souci de nos frères qui sont à l'Est, qui sont à Goma. Moi, j'ai de la famille là-bas. En ce moment, ma famille qui est là-bas subit le calvaire. Voyez? Mais nous ne devons pas diluer notre lucidité dans notre peine. Et eux, ce n'est pas une peine. Ce sont des calculs politiques. Ils veulent un dialogue pour revenir aux affaires parce qu'ils sont probablement essoufflés. Moins de 5% aux élections en 2023, ça en dit long. Ça, ce sont des blagues. Nous, au centre, nous sommes déterminés à ce que nous puissions trouver une solution définitive à ce problème. C'est pourquoi, dès demain, en tant que secrétaire général, nous allons déposer au niveau de l'hôtel de ville une demande pour une marche ce mardi contre ce dialogue. Nous mettrons, s'il interdit, nous ferons une caravane. Il n'y a pas de souci. S'il interdit, nous ferons une caravane. 5000 jeunes centristes seront dans la rue parce que nous disons que trop, c'en est trop. On ne peut pas jouer avec le centre congolais comme ils le font aujourd'hui. J'ai suivi le pasteur Eric. Permettez que je le dise. J'ai suivi le pasteur Eric Senga avec beaucoup de respect, qui explique le bien fondé de ce dialogue. Même dans le choix des termes, vous avez l'impression que c'est Kagame qui parle. Excusez-moi. Lorsqu'il parle des causes profondes, du conflit, etc., j'ai envie de dire, si ce n'est pas par naïveté, ils ne sont pas naïfs ces gens-là, je pense qu'il y a quand même un besoin, un élan de soutien ou même de normalisation du terrorisme que Kagame est en train de faire à l'Est avec ses proxys, Nanga et consorts. Ce n'est pas un refus d'accepter la réalité. La réalité, elle est peut-être dure. Peut-être eux, parce qu'ils sont prélats catholiques ou encore membres de l'ECC, qu'ils arrivent à le dire. Parce que, vous le savez, c'est entre autres eux également qui savent, qui pourront nous dire à nous
que tel endroit est en peine, parce que vous savez, les églises sont déployées à travers la République. Et ils ont également des informations suffisantes pour nous dire aujourd'hui, élaborer, et même vous le voyez quand il s'agit des élections, on fait recours à ces églises-là pour montrer également qu'ils ont une part de responsabilité. Et aujourd'hui, justement, les consultations, on a parlé des consultations, et c'est toutes ces parties qui doivent être consultées. Où est le problème? Non. D'abord, premièrement, le fait que les églises soient partout. Si les églises étaient partout, vous les avez entendus condamner le Rwanda pour le carnage qu'il y a eu à Goma? Mais écoutez, lorsqu'il y a des problèmes sociaux ici, c'est l'église qui monte au créneau tous les jours contre le pouvoir. Ici, nous avons un ennemi qui nous fait un mal inouï. Ce n'est pas une question politique. Ici, c'est une violation de notre souveraineté, une tentative d'occupation et d'annexion de notre territoire. On n'a pas entendu l'Église de manière explicite le condamner. Excusez-moi, est-ce qu'il n'y a pas d'hypocrisie là? Ça, c'est un chef-d'œuvre d'hypocrisie que nous ne cautionnons pas. Vous savez, nous, en tant que centristes, nous avons vocation à ménager les uns les autres. Mais ici, il s'agit d'une question de patriotisme. Notre nation est en danger. Il n'y a pas question de ménager qui que ce soit. L'Église devrait, en réalité, s'ils étaient à côté du peuple, dénoncer ce que fait Kagame et ses proxys et les condamner. Ils ne l'ont jamais fait. À partir de ce moment-là, nous posons des questions. Je n'irai pas plus loin. Nous posons des questions. Quelle serait la solution nette au-delà de ce que vous avez abordé, la solution diplomatique en ce qui concerne la zone tampon? Mais c'est vrai qu'il faudrait aussi revenir en interne. Je reviens encore sur la question de l'interne, ce dialogue en interne. Est-ce qu'il n'y a pas cette hypocrisie également au sein de l'Union sacrée? Où l'on n'arrive pas à dire haut tous ces mécontentements, toutes ces frustrations, toutes ces, permettez-moi entre guillemets, des incompétences. Non, si vous... Est-ce que cette hypocrisie n'existe pas en interne au sein de l'Union sacrée? Si vous suivez notre communiqué, notre lettre ouverte, nous disons que nous ne sommes pas sourds aux réclamations qu'il y a. Il y a des gens dans l'opposition qui étaient contre les réformes constitutionnelles, d'autres qui sont à l'extérieur du pays, qui se sont déclarés exilés ou pas, ou parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité ici, sont à l'extérieur. Nous disons nous ne sommes pas sourds à toutes ces revendications-là. Et c'est pourquoi nous disons au président de la République que le soutien, ou je veux dire le patriotisme que nous devons avoir par rapport à notre armée, d'un côté comme de l'autre, il doit être gratuit. Le président, dans ce contexte que nous sommes, peut avoir une politique de rassemblement en permettant, par exemple, à ceux qui sont à l'extérieur de revenir, en permettant à ce qu'il y ait un minimum de consensus sur des réformes essentielles comme les réformes constitutionnelles ou même sur les élections, etc. Mais le soutien à l'armée, il doit être gratuit aussi pour ceux qui sont dans l'opposition. Nous avons vu ici Poroshenko, qui est opposant à Zelensky, apporter son soutien à Zelensky, sans dialogue. Est-ce que pour que Fayoulou dise que je soutiens le commandant suprême de l'armée, parce que vous entendez ce qu'ils disent ici, ils veulent jeter et le président Enanga. C'est ça l'objectif, pour eux, l'objectif du dialogue. Pour qu'ils disent qu'ils soutiennent le commandant suprême de l'armée, il faut qu'il y ait un dialogue. Pour ça, est-ce que ça, ce n'est pas du marchandage? Non, soyons sérieux. Il s'agit de notre nation. Les générations futures nous jugeront en fonction de ce que nous faisons aujourd'hui. Il ne faudrait pas que l'histoire qui sera racontée, ce soit que lorsque Kagame voulait prendre notre pays, on était préoccupé à dialoguer pour revenir aux affaires. Alors, ça ne marche pas. Mais en interne également, en tant que politique, est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler du nouveau rôle narratif sur le problème de la République démocratique du Congo? C'est-à-dire voir le problème autrement, que ce soit en temps de crise ou en temps de paix. À revoir le problème de la RDC définitivement, parce qu'apparemment, les politiques parlent d'autre chose. Ils reviennent sur les questions de la balkanisation ou encore de l'agression seulement quand il y a un danger. Alors que c'est un problème réel et vrai. Si le problème aujourd'hui ne vient pas du Rwanda, le problème viendra du Burundi, le problème... Parce qu'on a 9 frontières
Qui dit 9 frontières avec les minéraux que regorge la République démocratique du Congo, ça veut dire des potentiels 9 autres problèmes. Je suis d'accord avec vous. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème de gouvernance. Il y a clairement des problèmes de gouvernance. Il y a des choses qu'il faut améliorer dans la gouvernance. Nous saluons les mesures qui ont été prises pour la réduction du train de vie de l'État. Nous faisons un certain nombre de propositions. Mais vous savez également qu'il y a des revendications parce que la réduction du train de vie, il y a de ceux, par exemple, des élus qui disent non, qui estiment qu'on ne peut pas réduire leur train de vie. Il y a les fonctionnaires qui estiment qu'ils n'ont presque déjà rien. Vous allez encore les asphyxier pour le moment. Pour les fonctionnaires, je pense que nous avons tous eu des précisions là-dessus. Mais pour les députés et autres, nous, par exemple, nous proposons une division par 3 de leur salaire. Il paraît que c'est 21 000 ou 30 000. Un député qui puisse vivre avec le tiers de ces montants-là, il vivra correctement. Il y a des problèmes en termes de gestion, il y a des problèmes en termes de gouvernance, nous le reconnaissons, mais s'il faut qu'il y ait un dialogue sur ça, c'est après avoir vaincu les M23, pas avant. Parce qu'avant, c'est capituler et c'est trahir la nation. Monsieur Rodrigue Bomba, je rappelle que vous êtes secrétaire général du regroupement politique Centre. C'est un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau. C'est évidemment l'épineuse question de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, des alternatives, notamment cette alternative du centre, la zone tampon, et pouvoir régler définitivement cette question d'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. C'est un réel plaisir de débuter la semaine avec vous, avec Kinshasa Direct dans quelques instants. C'est la grande édition du journal avec Grace Salambo et le plateau est déjà en train d'être aménagé pour cela. Moi, je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir ici sur Télé 50. À très bientôt. Au revoir.